Hugo Bernalicis, bonjour à vous. On l'a vu dans le rappel des titres, évidemment. Le procès de Jean-Luc Mélenchon et 5 cadres de votre parti. On y est en direct depuis ce matin. On va peut-être écouter d'abord cette arrivée. C'était un petit peu avant 8 h, me semble-t-il, au tribunal de Bobigny. Regardez. Et oui, Hugo Bernalicis, on entend et on voit Jean-Luc Mélenchon et M. Coquerel, tous les deux, comme vous, députés de la France Insoumise, appeler à la résistance. Finalement, Hugo Bernalicis, vous devez vous frotter les mains à la France Insoumise, parce que ce procès, c'est une formidable opportunité pour vous, et vous avez décidé de l'exploiter au maximum. Mais quel coup de chance extraordinaire! Je ne sais pas si c'est une opportunité, parce qu'on s'en passerait bien, franchement. On a des tas de sujets dans le pays sur lesquels il faut qu'on avance. Mais oui, on en a fait une opportunité au sens où il doit y avoir un débat sur comment fonctionne la justice dans ce pays. Vous savez, j'ai tenté de le mener, ce débat, pendant la réforme sur le projet de loi sur la justice qui a duré plus d'1 mois et demi. 66 heures de débat dans l'hémicycle. Est-ce que les Françaises et les Français ont entendu parler de ces histoires de quel pouvoir on donnait aux procureurs, quel pouvoir on enlevait aux juges d'instruction, quel pouvoir on donnait aux enquêteurs, quelle peine de prison on donnait, est-ce qu'on mettait en place des alternatives à l'incarcération? Des beaux débats qui devraient animer la société et qui finalement restent confinés. Et là, on peut les voir au grand jour dans le cadre d'un cas concret, qui est le nôtre. Mais vous parlez d'un procès politique. Oui. Et vous parlez même d'une exécution politique, on peut peut-être... Alors on va les entendre peut-être, oui. 3 de vos collègues à leur arrivée ce matin, Éric Coquerel, j'étais en retard hier, en fait. J'arrive 10 minutes après. Et Jean-Luc Mélenchon, vous reviendrez à l'heure demain alors, parce que ça continue. Ah non, mais... on les écoute. Il n'y a pas une dimension politique à ça? Personne n'a vu le caractère politique que cela avait de s'en prendre à nous avec de telles méthodes? Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. C'est pourquoi c'est un procès politique. C'est un procès politique et c'est un procès aussi pour affaiblir la principale opposition au gouvernement. Parce qu'un procès politique, c'est un procès qui concerne des politiques. Un procès qui concerne des politiques, ça ne signifie pas que c'est un procès politique. Un procès politique, ça veut dire que des ordres ont été donnés par le pouvoir politique pour poursuivre un parti ou des membres d'un parti, en l'occurrence, et que des instructions ont été données par la garde des Sceaux. Oui. Or, vous avez des preuves de cela? Malheureusement non, parce que sinon il y aurait déjà plus de garde des Sceaux si j'avais des preuves de ça et si nous avions des preuves de ça. Non, on va dire un faisceau d'indices. Des accusations très graves, vous n'avez pas le moindre élément. J'ai un faisceau d'indices. Ça participe de la victimisation quand même un peu. Si oui, c'est vous qui en jugez. Bon, moi, il y a quand même des éléments qui sont très troublants dans tout ça. Je vais vous dire une première chose, c'est que vous le savez, Madame Bachelot, qu'en matière judiciaire, quand il y a des personnalités politiques, on prend quelques précautions. Et d'ailleurs, il y a des remontées automatiques d'informations auprès de la garde des Sceaux. C'est prévu par une circulaire de 2014. Il n'y a pas de suspicion là-dessus. C'est on essaye d'ouvrir le plus rapidement possible une information judiciaire, de sorte à ce que soit désigné un juge d'instruction qui, lui, donne des garanties supplémentaires d'indépendance par rapport à un procureur du parquet qui, lui, est sous l'autorité de la chancellerie et donc de la garde des Sceaux. Nos perquisitions, le point de départ de tout ça, partent de soupçons. Le procureur, il n'est pas obligé de poursuivre pour des soupçons. Il n'est pas obligé de faire des perquisitions pour des soupçons. Il peut juste faire des auditions, par exemple, recevoir les gens. Il a le droit aussi d'ordonner une perquisition. Il a aussi le droit. Oui, mais enfin, c'est quand même le rôle de la justice d'essayer de voir si des allégations... Moi, je ne sais pas du tout si ces allégations seront vérifiées, mais c'est le rôle de la justice d'aller quand même perquisitionner, d'aller voir, d'essayer de regarder si tout ça est vrai. Si vous le permettez... Je signale quand même que vous n'avez pas été les seuls. Il y a le Rassemblement National, il y a le MoDem. Le Rassemblement National, c'est dans le cadre d'une information judiciaire. Le MoDem, c'est dans le cadre d'une information judiciaire. Nous avons été les seuls à être perquisitionnés dans le cadre d'une enquête préliminaire sous la conduite du procureur de la République. Mais ça fait partie des outils qui sont à la disposition du procureur. Donc oui, bien sûr. Mais moi, vous savez, je les conteste pas juste pour nous. Je les ai contestés dans le cadre du projet de loi sur la justice. Je les ai même contestés. Vous savez, il y a eu la loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, avec toutes les perquisitions qui ont été faites dans le cadre de l'état d'urgence. En juillet 2017, j'arrive dans l'hémicycle. Mon premier débat, c'est celui-là. Et je m'oppose à ces perquisitions administratives dans ce cadre-là. Donc, c'est pas une nouveauté pour nous de s'opposer à ça. Vous savez, on est aussi des combats des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. On est aussi du combat des syndicats
syndicalistes. Là, j'en ai 5 dans le Nord qui sont assignés en comparution immédiate ce matin parce qu'ils tenaient un piquet de grève. Enfin, voilà, c'est celle-là, c'est la bataille qui nous occupe, judiciaire, à l'heure actuelle. Donc, on en fait aussi quelque chose d'important. Mais si vous me permettez qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans le détail. Je sais que c'est technique. Sans être quand même trop technique. Non, mais je veux qu'on précise ça parce que c'est trop rarement dit. L'article 76 du Code de procédure pénale, c'est celui-là qui permet de faire des perquisitions. J'invite toutes celles et tous ceux qui ça intéresse à aller le lire. Vous mettez sur Google, sur Légifrance, vous allez le trouver, article 76. Le premier article prévoit que la perquisition se fasse avec l'assentiment de la personne perquisitionnée. Toc, 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 bonjour, on vient pour une perquisition. Est-ce que vous acceptez? Vous ouvrez la porte, vous n'ouvrez pas la porte. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau, c'est si vous suspectez qu'on ne vous ouvrira pas la porte. Alors vous pouvez saisir le juge des libertés de la détention pour vous passer de l'assentiment de la personne. Ce deuxième niveau a tout de suite été activé. Il est prévu dans l'article 76 du Code de procédure pénale que le juge des libertés de la détention, qui est un magistrat du siège, lui, puisse, parce qu'il a ordonné ses moyens de perquisition, puisse venir vérifier la bonne tenue de la perquisition en question. Croyez-vous qu'il y avait un JLD pour donner ces garanties-là dans le cadre d'une affaire avec un siège de parti politique, d'un des principaux partis politiques d'opposition? Non, le JLD n'était pas là. Il n'était ni là, ni ailleurs. Donc, à un moment donné, ça commence à être gros, tout ça. Surtout quand on voit que ce qui commence à être saisi, il y a des choses qui sont saisies qui n'ont visiblement rien à voir avec l'enquête. Alors quoi, on doit dire, on attend, on laisse passer l'orage et on verra le moment venu pour faire utiliser les moyens de droit. Vous savez, les moyens de droit, il n'y en a pas. Les procureurs font ce qu'ils veulent dans ce pays. Mais le seul moyen de droit que vous avez, c'est de les poursuivre devant le Conseil supérieur de la magistrature et ça n'arrive quasiment jamais. Mais en fait, de toute façon, ce n'est pas l'intérêt du tout du pouvoir politique de faire ça. Il vous sert ça sur un plateau. Non. C'est une chose absolument extraordinaire. Non, vous sortez d'une très mauvaise phase aux élections européennes. Le procès Moi, je vous parle de la perquisition d'octobre 2018. Oui, bien sûr, mais non, mais parce que c'est deux. Bien sûr. Non, mais vous avez raison de le préciser parce qu'on pense qu'effectivement le procès actuel est un procès qui concerne l'histoire des assistants parlementaires, alors qu'on n'est pas. Vous faites bien de le redire. Et il peut y avoir confusion. Mais à l'heure actuelle, l'instrumentalisation que vous faites de ce procès, c'est une instrumentalisation. La politisation. C'est une victimisation. Ça vous sert politiquement dans un moment où vous traversez un trou d'air. Nous sommes victimes, comme d'autres. Comme des tas de gens dans ce pays, comme des tas de syndicalistes, comme des tas de gens dont on ne connaît même pas l'identité, de techniques judiciaires qui sont abusives, intrusives et violentes. Non, mais vraiment, on en a un peu assez des politiques qui se servent des procès qu'on fait. La justice, elle est là aussi pour éclairer un certain nombre de choses. Dans cette histoire d'assistants parlementaires, on a besoin de connaître la vérité. Les gens sont très, très attentifs à ce que les fonds publics soient utilisés de la meilleure façon. Toutes les pièces ont été demandées par le Parlement européen. Je n'accuse pas LFI. Regardez, je dis simplement au moment où il y a eu les dénonciations, on a le droit de savoir la vérité. Regardons un peu. Au moment où il y a eu les dénonciations, le Parlement européen a mené des enquêtes internes, a demandé des documents aux différentes organisations politiques, personnes concernées. Le MoDem a fourni des documents et le Parlement européen a, lui, signalé à la justice française, en plus d'un ex-salarié du MoDem, ce qui a conduit à une ouverture d'une information judiciaire après une enquête préliminaire. Nous, il n'y a rien eu de tout ça. Le Rassemblement national, pourquoi il est perquisitionné, etc. Pareil, parce qu'il y a un signalement du Parlement européen. On va faire le procès. Parce que c'est ça le sujet. S'il n'y a pas de point de départ, s'il n'y a pas de matérialité du point de départ des soupçons, s'il n'y a pas de matérialité, alors pourquoi ont-ils fait tout ça si ce n'est pas pour nous nuire? Non, le procès là, c'est pour acte de rébellion. Donc la question est de savoir si l'attitude qu'a eu, entre autres, Jean-Luc Mélenchon lors de cette perquisition. 4 parlementaires en tout qui sont dans le procès. C'est la première fois de l'histoire de la République. Presse, si cette attitude-là a ou non desservi votre mouvement, parce que Roselyne parlait effectivement des résultats aux européennes, et si cet affichage n'est pas néfaste globalement pour... Alors oui, c'est la question qui est posée. Est-ce que cette victimisation voulue par Jean-Luc Mélenchon, et peut-être d'ailleurs on pourrait, qui est le truc que font tout le temps les partis politiques... Dès qu'il y a Vous en savez quelque chose, Bachelot. Dès qu'un politique est dans l'opposition et qu'il est concerné par ça, effectivement on retrouve cette thématique-là. On peut écouter Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, par exemple. Oui. Sur le fond, il y a incontestablement une politisation de la justice qui s'est aggravée sous le mandat d'Emmanuel Macron, que depuis un certain nombre d'années, il y a de la part du système politique une instrumentalisation de la justice
contre les opposants politiques. Et si je puis me permettre, les Français regardent ça et ne sont pas dupes parce qu'ils voient bien la différence de traitement qu'il peut y avoir entre quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes proche de la majorité. Il y a une instrumentalisation de la justice, les choses sont claires. Voilà, au moment où M. Ferrand traverse quelques difficultés, ce procès qui voudrait que seuls les opposants soient soumis aux affres de la justice, ça tombe quand même un peu à plat, vous l'avouerez. En fait, vous savez, un procès politique, c'est pas juste la composante judiciaire, c'est plusieurs éléments. Il faut qu'il y ait un retentissement médiatique, il faut qu'il y ait un feuilletonnage, il faut qu'il y ait des fils de procès. C'est vous qui le créez, le retentissement médiatique. Là, franchement. À cet instant, oui, parce que on va pas se faire mettre au pilori sans avoir notre mot à dire. Voilà. Certainement. Donc on a notre mot à dire et on essaye d'en tirer quelque chose politiquement d'intérêt général. C'est bien de le reconnaître. Oui, mais bien sûr, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Ce que disait tout à l'heure Olivier Mazerolle, il disait en fait la problématique, on avait Adrien Quatennens en direct, oui. Et il disait effectivement quand on entend vos arguments, alors on est d'accord ou pas d'accord, mais on les entend, vous pouvez les développer, etc. La problématique, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup de bruit. Alors il disait, Olivier Mazerolle, il fait beaucoup de bruit avec sa bouche, il veut s'y faire, mais il fait beaucoup de bruit et donc... Il y a des moments où il est calme aussi sur les vidéos. Bon, on les a jamais montrés, mais... Ça occulte le fond. Mais il y a des moments où il est calme. Mais même la semaine dernière, lors de sa conférence de presse, on voyait... Et donc ça occulte le fond. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, Jean-Luc Mélenchon ? Non, il n'y a pas de problème, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous savez, là on voit Jean-Luc crier, il y a d'autres images où c'est d'autres collègues qui crient aussi un petit peu, Alexis qui se dit « touchez pas aux camarades », etc. Bon voilà, vous êtes dans une situation de tension, donc oui... Encore une fois, vous pouvez montrer une partie de la réalité, une partie des images, ça vous donne une ambiance de travail, mais c'est pas comme ça que se passe le monde réel, et c'est pas sur ces bases-là que va se faire le jugement. Oui, mais vous avouerez quand même que... le tempérament de Jean-Luc Mélenchon, il est ce qu'il est. Voilà. Ce même tempérament de Jean-Luc Mélenchon nous a permis d'avoir 19,8% à l'élection présidentielle. Oui, et 6,3% et ben la fois précédente, le même tempérament, c'était 11%. Bon, bah là, le tempérament, c'est 6%. Donc il n'y a pas de corrélation entre le tempérament de Jean-Luc Mélenchon et le score qu'on fait aux élections. Mais je vous le dis, il y a une chose qui dit comme vous le dites, et encore plus les élections européennes. Tous les sondages ont montré, les gens, la majeure partie des gens se sont décidés dans les 3 derniers jours. Et c'est surtout l'environnement de la bataille pour le climat qui a matricé les 3 derniers jours. Les gens se sont dit, voilà, c'est le bulletin ELV. Dans nos électeurs, on va dire une partie de notre électorat, se sont dit, c'est ce bulletin-là qui est le plus utile. Voilà, ils ne se sont pas dit, Jean-Luc Mélenchon a trop crié. Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis beaucoup plus longtemps que vous. Oui, mais vous n'avez pas le même âge. Voilà, merci de le préciser, tout le monde l'avait compris. C'est pas la peine de passer le coup de stabilo dessus. L'image de Jean-Luc, j'ai envie de l'appeler Jean-Luc, parce que c'est comme ça que je l'appelle depuis très longtemps, c'est d'être dans le cercle républicain. Il le dit d'ailleurs au moment de la perquisition. Il dit prenez ce que vous voulez, je suis pas là. C'est moi. Et là, on a l'impression qu'il a fait vraiment un pas de côté, qu'il est sorti de ce cercle républicain, parce que quand il dit qu'on a une exécution politique, quand il dit à des fonctionnaires de police, vous êtes une police politique, les fonctionnaires qui se sont d'ailleurs... Il dit, vous n'êtes pas une police politique, vous êtes la police républicaine, vous n'êtes pas Alexandre Benalla. Voilà, ces fonctionnaires de police, ils ont le droit d'être choqués, c'est d'ailleurs eux qui sont partie civile dans cette affaire. Bon, voilà, on a l'impression. Il y en a un, il y a 7 jours d'ITT parce qu'il était choqué psychologiquement quand même. Ah bah écoutez. 7 jours d'ITT pour être choqué psychologiquement. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller à la médecine légale pour avoir des jours d'ITT. Enfin bref. Bon. La médecine légale. Bref, écoutez, ne portons pas de jugement. Moi, j'en porte quand même. Vous savez, les magistrats, vous attaquez les médecins qui donnent les certificats. Mais croyez-moi qu'il y a un petit problème. Par exemple, avec quelques médecins, l'histoire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vous savez, quand les gens sont arrivés d'une manière violente, qui témoigne pour dire que c'est d'arriver de manière violente ? C'est un médecin qui travaille pour la police et qui a... on va pas faire cette histoire-là, pardon, mais alors... Parlons de Geneviève Leguet, alors. Je voudrais qu'on revienne... On va parler de Geneviève Leguet et du procureur. On va rester sur les procureurs, sur la justice. Il nous reste 30 secondes, le procureur de Nice qui couvre les allégations, enfin, la réalité pour couvrir Emmanuel Macron. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez ça ? C'est une chose avec laquelle vous êtes d'accord avec Olivier Mazerolle. J'avais une question encore à poser à Hugo Bernalicis. Désolé, c'est fini. Il va revenir. Une rapide alors, très vite. Mais finalement, votre but, c'est de gagner la présidentielle. Vous êtes en train de la perdre, la future présidentielle. On a une stratégie de conquête du pouvoir et on s'apprête à exercer le pouvoir dans ce pays. Et il faut que les gens le sachent. Et oui, nous ne reculerons pas devant les intimidations. Avec Jean-Luc Mélenchon, avec un autre, peu importe. Mais il y aura un candidat de la France Insoumise en 2022. Croyez-le. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, je serai parfaitement ravi. Eh bien, vous viendrez nous en parler quand vous aurez décidé.